Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à l'importance d'anticiper la transmission de son patrimoine, qu'il soit personnel ou professionnel. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux expertes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay et nous avons le plaisir d'accueillir également Caroline Emmerich. Bonjour Caroline Emmerich. Bonjour Nicolas. Bonjour Sandrine. Vous êtes notaire et vous allez nous expliquer effectivement quels sont les différents outils qui peuvent exister pour transmettre son patrimoine. Un mot pour commencer avec vous, Sandrine Kilissi, dans une stratégie d'ingénierie patrimoniale, de gestion patrimoniale. On conseille souvent d'anticiper au maximum la transmission plutôt que d'attendre le moment de la succession. Pourquoi ? En réalité, parce que ça va permettre déjà, d'un point de vue purement familial, d'éviter qu'il puisse y avoir des conflits à la succession, puisque on ne va pas laisser les bénéficiaires de la transmission devant un patrimoine qui n'a pas été organisé ni quoi que ce soit, et avec des velléités de chacun, des incompréhensions. Donc en fait, c'est le moment de se poser. En fait, anticiper, ça veut dire qu'on va se poser, qu'on va d'ores et déjà réfléchir à sa transmission. On va faire le point sur ce qui est susceptible d'être transmis, sur l'existence de liquidités suffisantes aussi pour payer les droits. Ça va permettre aussi... les droits de succession. Exactement, les droits de succession. Ça va permettre aussi de discuter avec le conjoint, de discuter avec les enfants, de savoir d'ores et déjà... ce qu'ils préféreraient avoir dans le cadre de cette succession. Et ça, c'est sur le plan purement familial. Après, sur le plan fiscal, ça a aussi un avantage. Ça a un avantage puisqu'on va pouvoir multiplier le bénéfice des abattements, notamment en ligne directe entre parents et enfants, qui sont de 100 000 € aujourd'hui et qui se renouvellent tous les 15 ans. Donc, plus on s'y prend tôt, plus on peut transmettre, c'est ça. Exactement. En tout cas, bénéficier de ce fameux abattement. Alors, si ça se renouvelle tous les 15 ans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut anticiper le plus tôt possible. C'est quand le plus tôt possible ? Le plus tôt possible, c'est déjà quand on commence à avoir un patrimoine, que l'on a pu se constituer. Et ce que l'on peut voir... c'est à partir de 55 ans, où là déjà, il y a avant, des choses... c'est trop tôt. En fait, faut-il encore avoir des choses à transmettre et peut-être des gens à qui les transmettre aussi. Exactement. Pour le coup, puis aujourd'hui, vu l'allongement de la durée de vie, on a quand même pas mal de temps pour voir venir. L'autre chose aussi, c'est que justement, du fait de cet allongement de la durée de vie, on a tendance à transmettre, c'est normal, sur plusieurs générations, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Et là, notamment pour les petits-enfants, en fait, dans le cadre d'une succession, ils n'ont pas d'abattement clairement identifié. Alors que je peux leur donner avec un abattement de 31 865 €, je peux également leur faire une donation de somme d'argent de ce même montant exonéré. Donc ça permet aussi de pouvoir transmettre aux générations futures. Caroline Emmerich, vous constatez que les familles anticipent de plus en plus tôt ou ont intégré en tout cas cette nécessité d'anticiper la transmission ? Oui. Les gens viennent nous voir, effectivement, nos clients poussent les portes des études pour être conseillés sur une anticipation. Comme le disait Sandrine, effectivement, des transmissions aux enfants, aux petits-enfants, de leur vivant. Donc on arrive effectivement à avoir des actes avec 2-3 générations. C'est des beaux actes familiaux. Alors après, on a des outils qu'on essaye de privilégier pour bien transmettre. D'accord. Sandrine parlait des problématiques successorales et de conflits. À partir du moment où tout est anticipé, normalement, on n'a pas de sujet. Donc il n'y en a plus dans les chez les notaires ? En tout cas, on a plein d'outils qui permettent d'éviter et qui permettent d'anticiper pour ne pas avoir effectivement de problématiques familiales au moment de la succession. Sachant que, quand même, on a 6 mois pour payer les droits de succession, ça peut être très très court. Donc l'anticipation est d'autant plus importante. Alors quels outils ? Si je reviens sur les outils, premier outil, la donation-partage. Dès qu'on peut, il faut privilégier la donation-partage. Pourquoi ? Quand je fais une donation-partage, quand je suis donateur et que je procède à une donation avec une donation-partage, je fige les valeurs données. Je donne 100 à mes 2 enfants, je leur donne 100. Quelle que soit l'utilisation des 100,
c'est figé. D'accord. Si au contraire, j'utilise une donation simple, un virement, un don manuel, eh bien, il va falloir que je fasse les comptes. On va faire les comptes au moment du décès. Et notamment de ce à quoi a servi l'argent. Exactement. Si je l'ai investi et que les 100 ont rapporté 1000, là, pour le coup, on va compter 1000 à la fin. Exactement. Donc, celui qui a le mieux investi doit de l'argent aux autres. C'est injuste. Et là, c'est une vraie bombe à retardement. Donc, effectivement, si on anticipe, on utilise la donation-partage. D'accord. Autres outils qui peuvent exister pour s'assurer effectivement que tout se passe bien dans un cas de transmission ou d'anticipation de sa succession? Eh bien, le démembrement, D'accord. donner en nue propriété. Pourquoi ? Parce que plus je vieillis, plus je vais avoir besoin d'argent, que ce soit les problèmes de santé, l'EHPAD, etc. Donc, en fait, c'est bien de donner, mais il ne faut pas se démunir en revenus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des donations en nue propriété aux enfants, aux petits-enfants. On conserve l'usufruit qui permet de conserver les revenus du bien, par exemple sur un bien immobilier locatif. Donc, je garde les loyers. Si jamais, effectivement, je suis mariée, je peux aussi me dire que, à mon décès, je souhaite que mon époux ait cet usufruit successif, ce qui fait que nos enfants ne seront pleins propriétaires qu'au décès du survivant des parents. Oui. Donc voilà, tout ça, on permet d'anticiper fiscalement. On a un abattement en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc si par exemple l'usufruitier a 75 ans, le donateur a 75 ans, eh bien je vais avoir un usufruit de 30% et je vais être taxé sur 70% de nue propriété. D'accord. Alors, juste un petit point, c'est que quand je donne en nue propriété, j'ai donné. Si je souhaite vendre la pleine propriété de je ne ce peux plus. bien, je ne peux pas sans l'accord de mes enfants. Mais d'où l'intérêt de se faire accompagner sur ce type de sujet, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans une vie familiale après un démembrement de propriété, après un don de nue propriété. Il faut anticiper tous les cas de figure, tous ceux auxquels on peut penser. Exactement. Donc c'est tout l'intérêt effectivement d'anticiper, de lire l'acte avec les clients, de voir toutes les clauses, parce que toutes nos clauses sont importantes. Et notamment dans le cas d'un décès prématuré d'un des deux parents, par exemple, quelqu'un qui pourrait refaire sa vie par la suite, ou qui pourrait avoir envie de vendre pour des raisons matérielles, ça c'est des choses qu'on peut anticiper aussi. Bien sûr, oui. Alors en tout cas, sur l'usufruit, à partir du moment où j'ai donné la nue propriété, je ne peux pas la récupérer. Bien sûr, donc effectivement, l'autre parent aurait un usufruit successif qu'il le garde. Il peut le transmettre, mais il ne peut pas transmettre d'autre que son usufruit. Bien sûr, oui. Voilà. Maintenant, effectivement, sans l'accord des enfants, je peux pas céder. Voilà. Sandrine Quilissi, on ne parle toujours pas d'assurance vie, pourtant je croyais que c'était quand même un des moyens les plus intégrés aujourd'hui pour transmettre son patrimoine, ou en tout cas pour baisser l'assiette successorale au moment de la succession justement. Alors effectivement, c'est un des outils de transmission. Alors après, baisser l'assiette successorale, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises. Déjà, l'assurance vie, c'est hors succession. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue juridique parce que je peux désigner qui je souhaite en termes de bénéficiaires. Et notamment là, pour le coup, c'est un formidable outil quand je veux gratifier mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes neveux et nièces. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, c'est aussi un outil qui permet de transmettre des liquidités et qui, de fait, des liquidités dont on aura peut-être besoin, toujours pareil, pour payer les droits de succession. D'accord, donc dont les héritiers auront peut-être besoin, si je comprends bien. Exactement, tout à fait. Au-delà de ça, après, la fiscalité de l'assurance vie, donc lorsque les primes ont été versées alors que mon assuré avait moins de 70 ans, effectivement, elle permet de bénéficier d'un abattement de 152 500 € qui va venir s'ajouter d'une certaine manière à celui qui existe pour les biens qui ont été transmis dans le cadre de la succession classique, c'est vrai. Mais ensuite, les droits, en fait, on a 20%, c'est un barème progressif, on a 20%, et la tranche marginale est quand même à 31,25% au-delà de 852 500 €. Mais c'est très cher, en fait. 30% de taxes, du coup, si je comprends bien, au-delà de 852 500 €. D'accord. Okay. Donc, en fait, 31,25%, c'est extrêmement cher. Et en réalité, on peut vraiment, pour le coup, réduire la pression fiscale via des donations, et via des donations en démembrement de propriété. Donc, en fait, c'est un outil que l'on ne va pas utiliser principalement pour la fiscalité. On va l'utiliser tout simplement pour avoir des liquidités, pour que les héritiers puissent avoir des liquidités,
pour transmettre à des personnes autres que les enfants, Bien sûr. les petits-enfants. Où là, pour le coup, les taxes, ou en tout cas, effectivement, peuvent être plus conséquentes si jamais on veut transmettre à ses neveux et nièces. Oui, bien sûr. En présence d'une famille recomposée aussi, ça peut être un Bien excellent outil. Et puis, par rapport au conjoint, là aussi, il faut vraiment réfléchir parce que le conjoint, lui, il est totalement exonéré de droits. Oui. Et dans la mesure où c'est possible, il vaut mieux finalement que le conjoint récupère des biens dans la succession plutôt que dans le cadre de l'assurance. Donc, ça n'est pas un moyen de contourner la succession, mais effectivement, ça correspond à certains cas d'usage définis qui sont notamment une transmission de liquidité pour payer les droits de mutation ou effectivement transmettre à des héritiers un peu moins identifiés dans le schéma classique d'une succession, si je comprends bien. Exactement. C'est complémentaire. Exactement. C'est complémentaire. Dernière question, Caroline Emmerich, sur le conjoint. Comment est-ce qu'on peut le protéger dans le cadre d'une anticipation de sa transmission ? Enfin, le ou la protéger. Ouais, on a une chance dingue en France, il faut le dire. On peut, à partir du moment où on est marié, donc choisir d'avoir un contrat de mariage ou pas. Oui. À défaut, je suis en régime de communauté bien réduite aux acquets. Et à l'intérieur de mon contrat, je vais pouvoir choisir toutes les clauses que je veux. Et je vais pouvoir protéger mon conjoint en fonction du curseur de protection voulu, et notamment avec des avantages matrimoniaux. Et on parle beaucoup en ce moment de clauses de préciput. Le préciput, c'est quoi ? C'est la faculté pour le survivant quelque part de faire son marché, de dire voilà, j'ai besoin de ma résidence principale, j'ai plus besoin de la résidence secondaire, et en fait le conjoint va pouvoir faire son choix au moment du décès en fonction de son état de santé, sa fortune. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Tout en étant exonéré de tout en étant droit exonéré de toute façon, tout en étant exonéré. Et là on est sur la partie régime matrimonial, donc il y a même pas de droit de succession. Donc, d'accord. Voilà. Okay. Et après, on a un autre instrument qui est la donation au dernier vivant. C'est pareil, tout le monde devrait avoir une donation au dernier vivant. Ça permet quoi ? Ça permet plus d'un contrat de mariage. En plus d'un contrat de mariage adapté, exactement. Ça permet de donner plus que ce que la loi donne au conjoint, et ça permet de donner mieux. Pourquoi donner mieux ? Parce que ça donne au conjoint survivant la faculté de cantonnement. Ça veut dire qu'il peut décider de lui-même de ne pas tout prendre, de cantonner son émolument à certains biens ou à une certaine quotité. Dernière question très rapide. Est-ce que la donation dernier vivant a encore un sens le jour où on a des enfants ? Ah oui, tout à fait. Oui. De toute façon, il faut une donation dernier vivant. Encore une fois, donner plus, donner mieux. Et même pour les enfants, si je cantonne, ça peut avoir un intérêt pour eux. Merci Caroline Emmerich, je rappelle que vous êtes notaire. Merci également Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Merci à toutes les deux, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.